Bonjour. Je pense qu'Alexandra vient de dire quelque chose de très important. Ce qui est important, c'est les outils. Si on veut faire une économie positive, bien sûr, il y a tous les objectifs que l'on sait, dont on a commencé à débattre et qui vont continuer à être débattus durant ce forum. Mais après ça, il y a les outils. Et clairement, la finance, c'est un outil. La finance, c'est un moyen, c'est pas un but en soi. Donc redonner du sens à la finance, qui est le sujet dont je vais parler maintenant, ça consiste d'abord à se demander comment est-ce que la finance peut être cet outil indispensable, c'est un mot très très fort, indispensable, on a besoin de finance, mais ne pas être l'objectif pour lequel on travaille, c'est l'outil. Avant de parler de finance, on peut peut-être se poser une question 2 minutes. Au fait, c'est quoi l'argent? L'argent, très simplement, c'est une promesse. C'est la promesse que le salaire que je vais toucher à la fin du mois, je pourrai l'utiliser le mois prochain pour payer mon loyer, payer l'école de mes enfants, que sais-je. C'est la reconnaissance que ce que je fais aujourd'hui sera reconnu demain et me permettra d'avoir une place dans la société. Donc c'est un contrat social. Ça, il ne faut jamais le perdre de vue quand on va parler de choses. Dans 2 minutes, on sera dans des grands chiffres, des sommes phénoménales, des pourcentages. Mais la question derrière, c'est est-ce qu'on a construit un système où ces promesses sont faites par des gens en qui on a confiance? Que vaut une promesse si on n'a pas confiance dans la personne qui fait la promesse? Je vous propose de garder ça à l'esprit sur les sujets qu'on va aborder maintenant. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de redonner un sens à la finance? Après tout, est-ce qu'on n'est pas dans le fantasme, la fantasmagorie, l'illusion, le procès d'intention facile? Je vous propose de regarder quelques chiffres, tous plus officiels les uns que les autres. Les sources sont faciles à trouver. Quelle est la taille du secteur bancaire européen? Donc vous prenez la totalité de toutes les banques en Europe. Eh bien, la taille de ce secteur, c'est 46 000 milliards d'euros. Je répète, 46 000 milliards. 46 000 milliards d'euros, c'est 3,5 fois, 350% du produit intérieur brut de l'Union européenne. À titre de comparaison, il y a des différences comptables, on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Aux États-Unis, ce chiffre, c'est 80%. La taille des banques américaines, c'est 80% de l'économie américaine. En Europe, on est à 350%. En France, on est à 400%. Au Royaume-Uni, on est à 500%. Il y a des vraies différences techniques, donc le rapport, il n'est pas aussi grand. On va dire que c'est un petit peu moins spectaculaire que ces chiffres le donnent, mais on a un secteur bancaire qui est gigantesque. Deuxième chiffre qu'il est important d'avoir en tête, c'est la taille mondiale de ce marché que l'on connaît comme le marché des produits dérivés. Alors le produit dérivé, c'est quoi? Produit dérivé, c'est un engagement, une promesse de vendre quelque chose à un certain prix pendant un certain temps. On va faire un produit dérivé ensemble sur cette télécommande, d'accord? Je m'engage à vous le vendre, monsieur, pendant 3 mois au prix de 5 €. Voilà, on vient de faire un produit dérivé. Voilà, je m'engage à vendre, à demande de monsieur, cette télécommande pendant 3 mois à 5 €. Ces échanges de promesses de produits dérivés, aujourd'hui dans le monde, ça représente 700 000 milliards de dollars d'encours. D'accord. 700 000 milliards de dollars, c'est 12 fois le produit intérieur brut de la planète. 12 fois le PIB de la planète. Alors le produit dérivé, c'est une vraie utilité. Ça a l'utilité de couvrir des risques pour des entreprises qui exportent, qui veulent couvrir le risque entre le dollar et l'euro, qui veulent couvrir leur taux d'intérêt. Ça, c'est une vraie utilité. Une statistique qu'il faut avoir en tête, toujours en gardant à l'esprit, tiens, faut-il vraiment redonner du sens, c'est que la portion des marchés de produits dérivés qui servent à couvrir des risques d'entreprise, c'est 7% de ce marché. 7% correspondent à ce besoin de couverture. Et ce sont des outils qui ont une vraie utilité pour faire ça. Ouais, 7%, c'est pas beaucoup. Tiens, et au fait, les 93% restants, c'est quoi? Eh bien, ce sont des échanges entre financiers qui s'échangent ces promesses sur ma télécommande en espérant que monsieur pense que le prix va monter, donc il a acheté mon produit dérivé. Moi, je pense qu'il va baisser, donc voilà. Tiens, ça, c'est un jeu à somme nulle, au fait. Parce que lui, il va peut-être gagner et moi perdre ou l'inverse, mais le reste de la salle, elle s'en moque. Et là, ça va tout de suite connecter sur un débat qui est fondamental. Redonner du sens à la finance,
c'est avoir un système dans lequel l'argent va à l'économie, à la société, aux gens, et non pas dans des jeux à somme nulle. Troisième chiffre, je vous rassure, après ça je m'arrêterai sur les chiffres. Le trading à haute fréquence. Waouh, c'est quoi le trading à haute fréquence? C'est de la technologie, des ordinateurs très puissants, très performants, qui permettent d'acheter et de vendre des actifs financiers avec des horizons temps qui sont de l'ordre de la milliseconde et plusieurs fois par milliseconde si possible. Je viens de cligner des yeux là à l'instant. Ça a pris 350 millisecondes. Le temps de ce clignement d'œil, on a pu acheter et vendre 7000 fois les actions. D'accord? Le temps que je cligne des yeux, 7000 allers-retours, j'achète, je vends, j'achète, je vends, j'achète, je vends. Voilà. Alors après ça, on peut dire, oui, bon, très bien, anecdotique. 40 à 50% des transactions boursières en Europe, aujourd'hui, sont réalisées à cette vitesse. De l'ordre de 2 tiers, 60%, 65% aux États-Unis sont réalisées à cette vitesse. Ce n'est pas du tout anecdotique. On est en train de dire que la plupart des transactions boursières sont réalisées à cette vitesse-là. On voit que aucun cerveau humain ne peut aller à cette vitesse-là. Donc là, on a des vraies questions sur le sens. Concentration. Les plus grandes banques, le système bancaire, je vous le disais, en Europe, c'est 46 000 milliards d'euros. D'accord, le total d'actifs, ok. Les 15 plus grandes banques possèdent 20 000 milliards d'euros. Ça fait 43% des... Voilà, très bien. Énorme concentration sur très très peu d'acteurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut voir parce que tout à l'heure, bien sûr, on va se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer ça? Quels sont les leviers? C'est quoi les solutions? Et bien sûr, la question de la concentration va revenir. En fait, on pourrait quand même se poser une question. Cette finance hyper développée, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes, est-ce que c'est pas bon pour l'économie? Est-ce que c'est pas bon pour la société? On est là pour parler d'économie positive, d'accord? Avant de faire de l'économie positive, il faut de l'économie réelle. Et après tout, toute cette finance, elle nous sert. Dans l'activité des banques européennes, 28% de ces 46 000 milliards consiste à prêter de l'argent à des entreprises non financières. Ça, c'est une moyenne européenne. Il y a de grosses variations selon les établissements. 28% consiste à prêter de l'argent soit à des entreprises non financières, j'ai bien dit non financières, soit à des particuliers. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de très très important à avoir en tête. On sort dans la rue, on demande à quelqu'un, au fait, ça sert à quoi une banque? La bonne blague, ça sert à prendre des dépôts des gens et puis à prêter de l'argent. Eh bien, en moyenne, en Europe, cette fonction, c'est 28% de l'activité. D'accord? Personne ne conteste que les 72% restants peuvent avoir une utilité, mais en tout cas, on est loin de cette notion de une banque, ça sert à prêter de l'argent. Alors, en gros, la relation, plus la banque va être grosse, plus ce pourcentage va être faible, plus la banque va être petite, plus ce pourcentage va être élevé. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs quand on réfléchit à une structure bancaire qui serve la société. C'est la devise de Finance Watch, pour une finance au service de la société. On est extrêmement proche de la notion d'économie positive. La société permet d'enfoncer une porte ouverte, c'est les gens. C'est les gens qui font quelque chose, qui prennent des initiatives. Produits dérivés, j'en ai parlé longuement tout à l'heure. J'ai déjà donné la statistique, elle est redonnée là. 7% qui servent à couvrir les risques des entreprises. Statistique officielle, Banque des règlements internationaux. Marché d'échange, 4 000 milliards de dollars par jour d'échange, de transactions sur le marché d'échange. Alors le marché d'échange, on se dit, oui, c'est indispensable pour les exportateurs, convertir les yens en dollars et en euros ou en livres sterling quand on fait du commerce international. Ouais, c'est indispensable. 3 à 4% de ce marché correspondent au commerce international. Le reste, c'est de la spéculation. 4 000 milliards de dollars par jour d'échange. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a un paradoxe. Notre paradoxe, il est le suivant. D'un côté, on a trop de finances. On voit qu'on a des chiffres qui sont phénoménaux. Et il y a même des études, tout ce qu'il y a de plus sérieuse, du Fonds monétaire international, la Banque des règlements internationaux, qui disent qu'on a passé le cap, dans toutes les économies occidentales en tout cas,
où la finance est encore productive, contribue encore à la croissance, et on est arrivé en zone où ce trop de finance nuit à la croissance. Et en même temps, il n'y a pas assez de finance parce que la finance, elle ne va pas là où on en a besoin, ou pas suffisamment. Il y a bien sûr, il ne faut pas caricaturer, toute une partie de la finance qui va là où on en a besoin. Mais ce n'est qu'une partie, on a vu les chiffres. Donc on a ce paradoxe, on en a trop en masse et pas assez là où on en a besoin. J'irai très vite sur cette partie FinanceWatch parce que ce qui est important de voir, c'est que FinanceWatch, c'est une ONG qui a été créée à l'appel d'élus. Ah tiens, ça c'est intéressant, créée à l'appel d'élus. Ça veut dire que les politiques aujourd'hui, tous horizons politiques confondus, ont une conscience qu'il faut créer un débat et puis changer les choses. Et ça nous mènera sur tout ce qui est débattu aujourd'hui, qui est mobilisation citoyenne, implication. On est tous responsables, on doit tous faire quelque chose. Voilà. Donc FinanceWatch, en gros, c'est des élus qui disent est-ce qu'on pourrait avoir d'autres arguments que les arguments qui reflètent les intérêts particuliers? Parce que voilà, l'intérêt général, c'est pas simplement la somme des intérêts particuliers. Et ça, c'est pas une notion de droite, c'est pas une notion de gauche, c'est pas une notion d'écolo, c'est pas une notion libérale, que sais-je. C'est une notion qui est inhérente à un État de droit et à la démocratie. Donc, le sujet de la finance, c'est les prérequis pour que la société puisse fonctionner. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, je vais passer en revue quelques mesures très très concrètes qui nous semblent essentielles pour traiter les questions qu'on a évoquées à l'instant. Alors, on aime bien chez FinanceWatch illustrer les choses pour passer des messages. L'une des clés, et c'est un sujet dont on a tous beaucoup entendu parler, c'est de réformer la structure des banques. Alors, le dessin que vous avez sous les yeux, on pourra en parler littéralement pendant 1 heure parce qu'il y a beaucoup de choses derrière, mais je vais mettre en exergue 2 ou 3 points importants. Mais d'abord, pourquoi réformer la structure des banques? Eh bien, parce que si on se pose la question de pourquoi ça grandit tant, pourquoi est-ce qu'on est toujours dans ce toujours plus, la réponse à cette question, elle est simple. La réponse à cette question, c'est qu'il existe un soutien public au système bancaire pour des raisons très légitimes. Parce que on ne veut pas que les dépôts disparaissent et que l'économie s'arrête. Si une grande banque disparaît, tout s'arrête. Ah, on n'en veut pas. Et du fait de ce soutien, il y a une croissance qu'on peut qualifier de presque exponentielle d'activités qui, elles, ne sont pas vitales à la société. Donc la société soutient la partie vitale des activités bancaires et les grandes banques utilisent ce levier pour faire croître les activités non vitales. C'est ça la clé du problème. Je crois qu'il y aura des débats après sur la spéculation, etc. Est-elle bonne, est-elle pas bonne? On peut en parler longuement. Je laisse au panel suivant la possibilité d'en parler. Mais la grande question, c'est est-ce qu'on ne devrait pas dire OK, spéculer, il n'y a aucun problème, mais pas avec le soutien de la société et pas dans un système de privatisation des profits, socialisation des pertes. Parce que c'est ça la question de base. Continuez. Si vous gagnez, c'est pour vous. Si vous perdez, c'est pour vous. Alors, cette carte postale, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il y a quelques gros mammouths. On a vu les chiffres tout à l'heure sur la concentration. Il y a aussi beaucoup de petites banques. En Allemagne, il y a 2000 banques. On entend souvent, tiens, il faut absolument des très grandes banques pour servir une très grande économie. Tiens, il y a 2000 banques en Allemagne. Il y a un géant, Deutsche Bank. Il y a une banque de taille moyenne, Commerz. Puis après ça, il y a une multitude de petites banques, de banques petites et moyennes. Tiens, peut-être que les banques petites et moyennes peuvent servir une économie dynamique. Voilà, chose intéressante. Mais les très grosses banques disent, vous êtes obligés de me soutenir. Si je tombe, tout le monde tombe. Ce qui est intéressant aussi dans cette carte postale, et ça n'a pas du tout été fait par hasard, c'est le régulateur, le superviseur qui tire la queue de la grosse bête et qui lui dit, faut qu'on parle. On pourrait pas parler un petit peu tous les deux. Et là, on a une question qui est au cœur de la démocratie. Parce que la réalité, c'est que les régulateurs, dont la très très grande majorité sont des gens honnêtes, compétents, travailleurs, convaincus et lucides, vous voyez que je les soutiens, ils sont dans un rapport de force qui est en leur défaveur. Parce que on voit bien que notre petit régulateur qui tire la queue de l'éléphant, si l'éléphant lui donne un coup de patte ou lui dit écoute, tu veux qu'on parle mais on va pas parler, il va pas pouvoir faire grand-chose. Donc il y a un grand débat sur la régulation bancaire qui passe aussi par le fait d'avoir des régulateurs qui aient l'autorité et le pouvoir pour faire avancer les choses.
La deuxième chose, et ça sera l'objet des 2 cartes postales qui viennent, c'est qu'il ne faut jamais oublier peut-être ce qui est essentiel. 100% de l'argent en ce monde, je dis bien 100% de l'argent en ce monde, appartient à des particuliers. Derrière une grande institution financière, il y a des particuliers, il y a des individus, ceux qui ont la chance d'avoir de l'épargne, il y en a beaucoup dans le monde. Derrière une grande compagnie d'assurance, derrière une grande banque, il y a des personnes, d'accord ? Il faut protéger les particuliers, il faut les informer, parce que si on arrive à traiter le sujet par cet autre bout de la chaîne, avant je disais on va réformer la structure, ça c'est peut-être le côté macro, et puis là il y a des personnes, une finance au service de la société, personnes physiques, économie positive, il faut absolument les protéger. Alors il y a 2 grands débats, qui est-ce que le banquier ou le financier est un conseiller ou un vendeur ? Vous aurez compris ce pourquoi on peut plaider, et c'est tout le débat derrière, voilà. Est-ce que la personne qui est en face de moi, quand elle me conseille un produit financier, le fait parce que elle a la plus grosse commission ou parce que c'est vraiment mon intérêt ? Est-ce que mon médecin me prescrit un médicament parce qu'il est bien rémunéré dessus ou parce que c'est le médicament dont j'ai besoin ? Grand débat technique derrière, mais c'est un concept essentiel. Autre concept, c'est l'information, mais c'est le même débat, hein, l'information des particuliers. Alors, j'ai pas retrouvé la version française, c'est pas grave. Il y a le mauvais, le mieux et le bon. Et le thème, c'est, voilà, informer les gens, c'est bien, mais tous ceux d'entre nous qui ont pu étudier un peu tout ce qui est économie comportementale savent très bien que, voilà, si on informe sur des documents qui font 25 pages, personne ne voit rien et tout le monde continue à acheter des produits financiers qui nourrissent le système et qui sont, pour reprendre une expression qui était fort utilisée, toxiques. Voilà. Donc, il y a des produits qui sont mauvais, d'accord ? Prévenir, c'est mieux que de ne rien dire. On a un peu moins de chance de tomber dans le trou. Il y a un moment, il faut avoir le courage de dire qu'il y a des choses qui ne devraient pas être autorisées. Voilà. Ça, c'est une conviction pour redonner du sens à la finance. Et enfin, il faut le dire, une culture de manipulation qui s'est développée, qui n'est pas universelle. Il ne faut pas caricaturer. Mais l'exemple du Libor nous l'a montré. Il y a une culture de la manipulation. Pourquoi il y a cette culture de la manipulation ? Eh bien, parce que on a largement développé un système où, si du profit est généré, on considère que c'est forcément bon pour la société, parce que gagner de l'argent, c'est bon pour la société. Waouh, il y a un ou deux raccourcis là. Alors l'affaire du Libor, c'est un truc qui est phénoménal. On en a tous entendu parler dans les journaux. Il faut éradiquer cette culture. Et ça, c'est des questions, un peu de réglementation, beaucoup de culture. Au crédit de l'industrie financière, je pense qu'il y a de plus en plus de gens dans cette industrie qui est remplie de gens qui sont conscients de tous ces sujets, qui sont convaincus qu'il faut aller dans ce sens-là et qui prennent le taureau par les cornes. Mais c'est pas fini, il y a encore des poches à traiter. Finance Watch en action, ça doit être la société en action, et je finirai là-dessus. Il est très très important de voir, et ça fait partie de notre travail d'ONG, de régulièrement dire « Ah tiens, les politiques, ils pourraient faire plus ceci, ils n'ont pas été jusqu'au bout, etc. » Il faut que nous tous, société, on implique les politiques. Il faut qu'on travaille avec eux. Il faut qu'on les soutienne. Il faut qu'on se mobilise. S'il n'y a pas de mobilisation citoyenne, on n'arrivera pas à redonner du sens à tout ça. Les forces en jeu sont trop considérables. Fort récemment, le Attorney General, qui est le ministre le ministre de la Justice américain, à qui le Congrès américain disait « Mais pourquoi est-ce que vous poursuivez pas en justice tel ou tel banquier pour avoir fait telle chose ?» a fait une réponse qui était extraordinaire. Ils sont devenus trop puissants. C'est le ministre de la Justice américain, qui ça, Eric Holder. Ils sont devenus trop puissants, je ne peux rien contre eux. D'accord ? Ça a été caricaturé ou résumé. Vous connaissez l'expression habituelle du too big to fail, trop gros pour faire faillite. Et là, ça a été résumé par le too big to jail. D'accord ? Certaines personnes sont devenues tellement puissantes qu'elles sont au-dessus de l'état de droit. Et ça, quand on pense économie positive, c'est quand même les conditions pour que le système fonctionne. Je m'arrête là, sur cette citation d'un rapport de la Banque des règlements internationaux, qui nous dit tout simplement qu'aujourd'hui, on a atteint un stade, après avoir fait le constat de la nécessité impérieuse de la finance comme moyen, où on a trop de finances pour que l'économie puisse se développer harmonieusement.
Merci.